Cette carte représente le cadre général de l'action des États-Unis dans le monde de 1945 à 1990. Les États-Unis assument leur rôle mondial, dominent le camp occidental et pratiquent l'endiguement du camp socialiste. Mais il est évident que de 1945 à 1990, le rôle mondial des États-Unis a évolué, ainsi que la façon dont les Américains voient ce rôle mondial. On peut distinguer trois étapes dans cette évolution. Première étape, de 1945 jusqu'au début des années 1960, c'est le temps de l'Amérique sûre d'elle-même, sûre de sa force et sûre aussi de sa cause. Elle a toujours lutté pour la démocratie et la liberté, hier contre le nazisme et aujourd'hui contre le communisme. Pendant cette période, malgré les difficultés, la politique d'endiguement a en gros bien fonctionné. Le leadership américain sur le camp occidental a été très peu contesté et les Américains ont toujours eu la conviction de combattre du bon côté. Tout d'abord en Europe, l'Amérique est sûre et fière de son action. Elle ne s'en retire pas comme elle l'avait fait après 1918. Certes, elle a abandonné l'Europe de l'Est à l'influence soviétique, mais elle organise le redressement et la protection militaire de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en deçà du rideau de fer. Le redressement, c'est le plan Marshall, une aide financière très généreuse accordée à l'Europe de l'Ouest, très généreuse mais qui correspond aux intérêts économiques et stratégiques des États-Unis. Intérêt économique, l'aide distribuée servira pour l'essentiel à acheter des produits américains, puisque les États-Unis sont les seuls à pouvoir produire massivement à cette époque. Intérêt stratégique, le redressement économique de l'Europe de l'Ouest contribue à réduire l'influence des partis communistes et arrime solidement l'Europe de l'Ouest aux États-Unis. Bien sûr, les partis communistes le disent et le dénoncent, mais il est quand même très difficile de ne pas trouver sympathique une Amérique aussi riche et qui vous aide aussi généreusement. Le général Marshall, initiateur du plan, reçoit pour cette action en 1953 le prix Nobel de la paix. La protection de l'Europe de l'Ouest, c'est la signature en avril 1949 du Pacte atlantique, puis la mise en place de son organisation militaire, l'OTAN, ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord. En avril 1949, le traité est signé par les États-Unis, le Canada et 10 États européens. S'y ajoutent en 1952 la Grèce et la Turquie, et en 1955 l'Allemagne de l'Ouest. Il faut bien insister sur le tournant historique que représente la signature du Pacte atlantique pour les États-Unis et pour leur rapport avec le monde. Pour la première fois, ils viennent d'accepter ce qu'ils dénonçaient autrefois sous le nom d'alliance contraignante, un engagement durable envers d'autres nations et sur d'autres continents que l'Amérique. Il y a désormais des bases militaires américaines permanentes en Europe, mais cet engagement reste sous direction américaine. En particulier, l'OTAN est une coordination des armées du Pacte atlantique, mais qui est de fait sous direction américaine, puisque les États-Unis apportent l'essentiel des moyens militaires. La mise en place de ce système d'endiguement est un succès pour les États-Unis, en particulier pour ce qui concerne l'Allemagne, qui est l'enjeu principal en Europe. Les deux crises de Berlin se concluent par des succès pour la diplomatie américaine. En 1948-49, le blocus soviétique de Berlin-Ouest est mis en échec par un pont aérien qui est un exploit de la logistique américaine. Ayant échoué, le blocus soviétique est levé en mai 1949, 11 mois après son installation. En 1961, c'est la fuite croissante d'Allemands de l'Est vers Berlin-Ouest qui oblige les Soviétiques et la RDA à construire en août 1961 un mur coupant Berlin en deux.
Le mur ne fait pas partir les armées occidentales, mais il a un effet psychologique catastrophique, le camp socialiste apparaissant comme une prison. En Asie se produit en 1949 un événement majeur, la victoire du communisme en Chine. C'est la conclusion d'une très longue guerre civile qui a opposé les communistes aux nationalistes. C'est la victoire de la Chine de Mao sur la Chine de Chiang Kai-shek. La diplomatie américaine, qui évidemment a aidé Chiang Kai-shek, vit cela comme une véritable catastrophe. Le pays le plus peuplé du monde devient communiste et l'URSS a trouvé un allié qui étend l'influence du communisme très loin vers le sud et vers les mers chaudes. Mais le président Truman va réussir à stabiliser la situation en Asie en organisant le containment de façon efficace. D'abord en protégeant Chiang Kai-shek. Il n'a pas disparu. En 1949, il s'est réfugié avec ce qui lui restait de force dans l'île de Taïwan, où il entretient la fiction d'une république de Chine. Les Américains décident de protéger Taïwan et de reconnaître l'île comme seul représentant de la Chine. Lorsqu'en juin 1950, la Corée du Nord communiste attaque la Corée du Sud, le président Truman décide là aussi de pratiquer l'endiguement. L'armée américaine intervient, les États-Unis réussissent à le faire sous le drapeau de l'ONU, mais c'est essentiellement d'une guerre américaine qu'il s'agit. Elle est suspendue en 1953 par un armistice, la Corée du Sud ayant été reconquise et les troupes américaines restant sur place. Elles y sont toujours aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard. Le Japon, l'ancien ennemi vaincu et occupé par les Américains depuis 1945, devient un allié avec qui on signe en 1951 un traité d'alliance qui garantit au Japon la protection militaire des États-Unis. La même année, un traité d'alliance est signé avec les Philippines, ancienne colonie américaine devenue indépendante en 1946, mais qui garde sur son sol des bases américaines. En 1954, les Américains sont confrontés dans cette zone à une nouvelle victoire du communisme en Indochine. La France y menait depuis 1946 une guerre contre le Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh, le Viet Minh qui luttait pour l'indépendance, mais qui était également communiste. En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu, la France jette l'éponge. Le Vietnam est indépendant. Il est partagé en deux États, dont celui du Nord, le Nord-Vietnam, est communiste. Les Américains considèrent évidemment cela comme une défaite, mais ils en attribuent la responsabilité à la France et on sait le peu de considération qu'ils ont pour la puissance française depuis 1940. Ils considèrent donc que le Nord-Vietnam est perdu, mais qu'ils sauront, eux, pratiquer l'endiguement à partir du Sud-Vietnam. Ils y remplacent les Français et ils y sont solidement installés au début des années 1960. Le traité de l'Asie du Sud-Est est signé en 1954, patronné évidemment par les États-Unis. En principe, une solide ligne d'endiguement est constituée contre le communisme en Extrême-Orient. En Amérique latine, les États-Unis connaissent également des difficultés, mais qu'ils ont réussi à tourner à leur avantage au début des années 1960. Sur le continent américain, le problème essentiel est l'écart de développement. En 1960, le citoyen américain est le plus riche du monde, alors qu'au sud, si l'on met à part le Venezuela qui bénéficie de revenus pétroliers, le pouvoir d'achat est de 5 à 20 fois inférieur à celui des États-Unis. Il y a là quelque chose qui est difficile à gérer sur un continent que les États-Unis considèrent depuis la doctrine de Monroe comme leur chasse gardée, et il y a là un risque révolutionnaire évident. Kennedy répond à cette préoccupation dès son premier discours de président en janvier 1961 en promettant aux républiques sœurs du Sud une alliance pour le progrès. Promesse qui ne sera pas beaucoup suivie d'effet, mais qui, sur le coup, faisait plaisir à entendre. To our sister republics south of our border,
we offer a special pledge to convert our good words into good deeds in a new alliance for progress to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. Déclaration intéressante qui mêle une réaffirmation de la doctrine Monroe, pas d'intervention extérieure sur l'hémisphère américain, une déclaration de guerre froide, opposition à la subversion et à tout mouvement révolutionnaire, et une promesse de développement économique et social. Dernier secteur d'intervention important pour les États-Unis, le Moyen-Orient. Région évidemment essentielle, puisqu'on y trouve une grande partie du pétrole mondial, puisque s'y croisent des routes maritimes qui sont vitales et qu'on est à proximité de l'URSS, et aussi parce que la charge symbolique est très forte, les lieux saints des trois religions monothéistes étant concentrés ici. Malgré tous ces enjeux, la région du Moyen-Orient n'a pas posé de problème majeur aux États-Unis pendant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire jusqu'au début des années 1960. La raison principale est que la guerre froide ne s'est pas encore installée au Moyen-Orient. Et dans le principal conflit de la région, le conflit israélo-arabe, il n'y a pas encore les États-Unis derrière Israël et l'URSS derrière certains pays arabes. Cela ne viendra que plus tard, surtout à partir de la guerre de 1967. Lorsque l'État d'Israël naît en 1947-49 par une décision de l'ONU, les États-Unis et l'URSS ont voté pour. Dans la première guerre qui oppose Israël aux États arabes en 1948-49, Israël reçoit des armes soviétiques, en réalité des armes tchèques, mais bon, de fait c'est la même chose, alors que c'est l'Angleterre qui apporte un certain soutien militaire à la Jordanie. Les États-Unis se prononcent pour un cessez-le-feu mais n'interviennent pas. En 1956, la France et l'Angleterre, alliées cette fois d'Israël, interviennent en Égypte pour tenter de récupérer le canal de Suez que Nasser a nationalisé. Face à cette intervention, les États-Unis et l'URSS font pression pour que les Français et les Anglais se retirent. Le président Eisenhower n'admet pas que ses alliés français et anglais se soient engagés dans une telle aventure sans demander son feu vert. La crise de 1956 à Suez a surtout montré que dans le camp occidental, il n'y avait qu'un seul patron. Et ce patron, c'était le président des États-Unis. Résumons-nous, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 60, les États-Unis exercent leur puissance à l'échelle mondiale en toute bonne conscience. Désormais, ils assument leur rôle à l'échelle mondiale. Ils contiennent le communisme avec succès, aussi bien en Europe qu'en Asie. Ils dominent et ils organisent le camp occidental. Il n'y a encore aucune défaite, aucun drame qui ne soit venu remettre en cause leur sentiment de supériorité matérielle et morale. En octobre 1962, les Soviétiques ont défié les États-Unis en installant des fusées nucléaires à Cuba, dirigées depuis 1959 par la révolution de Fidel Castro. Ça aurait été obtenir un avantage décisif, l'URSS rompant son encerclement dans l'Eurasie et plaçant des armes nucléaires à proximité des États-Unis. Mais le président Kennedy a relevé le défi en installant un blocus autour de Cuba. Il a pris le risque d'une confrontation directe avec les soviétiques, puisque des navires soviétiques chargés de nouvelles fusées se dirigeaient vers l'île. Pendant quelques jours, le monde a retenu son souffle et au dernier moment,
c'est l'URSS qui a reculé, Khrouchtchev se résignant au retrait des fusées. Cuba reste aux portes des États-Unis un pays allié de l'URSS, mais neutralisé et encerclé. Kennedy sort triomphant de la plus grave crise de la guerre froide, en ayant préservé à la fois la position dominante et la bonne conscience des États-Unis. Le western, qui est encore au début des années 60 un genre majeur du cinéma américain, le western offre de très nombreuses illustrations de cette bonne conscience. En 1962 sort sur les écrans La conquête de l'Ouest, sorte de western testament qui rassemble quelques-uns des plus grands réalisateurs et acteurs américains et qui raconte toute la construction des États-Unis en accumulant les morceaux de bravoure classiques du western. De l'attaque des Indiens à la charge des bisons, en passant par la descente des rapides et la guerre civile. Le film se termine par un extraordinaire hymne à l'Amérique, d'abord parlé puis chanté, qui mérite d'être écouté attentivement. Souvenez-vous, nous sommes en 1962. L'Ouest, qui fut conquis par les pionniers, les colons, les aventuriers, a disparu depuis longtemps. Pourtant, il leur appartient pour toujours, car ils ont laissé dans l'histoire des traces qui ne seront jamais effacées par le vent ni la pluie, jamais labourées par les tracteurs, jamais détruites par la succession des siècles. De leur rude simplicité, de leur vitalité, de leurs espérances et de leurs soucis, est née une tradition de courage qui a inspiré leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Du sol fertilisé par leur sang, de leur fièvre d'explorer et de construire, des lacs ont surgi là où il n'y avait que des déserts brûlants, et la terre a livré ses richesses dans les mines, les champs, les vergers ou les scieries, fibres nerveuses d'un pays en croissance. De leurs campements grossiers, de leurs baraques de marchands, sont sorties des cités qui comptent parmi les plus belles. Voilà tout l'héritage d'un peuple libre de rêver, libre d'agir, libre de façonner son destin. C'était en 1962 se montrer bien optimiste sur l'avenir. Nous verrons dans la vidéo suivante qu'au contraire, les années 60-70 ont été des années de crise et de doute.